Bonsoir à tous, nouvelle vidéo consacrée à l'énorme sortie que représente Dune partie 2 pour les amateurs de SF. C'est un film qui a été repoussé plusieurs fois et qui est enfin sorti mercredi dernier dans nos salles. Voilà, c'est encore une dinguerie de notre ami Denis Villeneuve. Alors le film est attendu parce que Denis Villeneuve, déjà, un master. Des acteurs, des comédiens de ouf et en nombre incroyable. L'adaptation de ce qui est sans doute le roman de SF le plus vendu et le plus connu dans toute l'histoire de la création. Et puis aussi parce que Dune partie 1 était un excellent film. Une excellente adaptation. Alors qui avait eu un succès modeste au cinéma en son temps, mais il y a un contexte très très particulier là de post-Covid avec une sortie simultanée là sur la plateforme de streaming là, de Warner sur HBO Max. Et du coup le film il était disponible assez rapidement en pirate sur internet et ça a forcément eu un impact sur le box-office. Et d'ailleurs, les fans de l'époque avaient très très peur que ce succès relatif de Dune partie 1 remette en question éventuellement le tournage de la suite, puisque Warner avait refusé que les deux films soient tournés que les deux soient tournés ensemble. Ce qui aurait pu être intéressant dans le cadre d'une certaine cohérence. Finalement, il s'avère que, en tout cas, selon Denis Villeneuve, ça aurait été un mal pour un bien. Alors financièrement, ça n'aura peut-être pas été un bien, puisqu'il aura fallu effectivement réunir une nouvelle fois tout le cast, avec tout ce que ça implique, voilà. Mais par contre, le recul qu'il y aura pu avoir entre les deux tournages aura permis peut-être aussi de revoir certaines choses. Alors, Dune, c'est l'adaptation d'un roman de Frank Herbert de 1965. Alors, Dune, c'est un cycle de romans de SF. C'est un cycle de romans de SF qui a été écrit par Frank Herbert. Lui, il en a écrit, je crois, 6 ou 7. Alors, Dune, bien sûr. Le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune, et en 1985, le dernier tome, la maison des mers. Ça, c'est le cycle original de Frank Herbert. Sachant que Dune, le premier, qui est sorti en 1965, c'est une espèce de pavé, les amis. D'ailleurs, lors de ces éditions, parfois il a été un peu comme pour Le Seigneur des Anneaux ou les tomes de Game of Thrones de George Martin. Parfois il existait en découpé. Il y avait 3 tomes, mais en fait voilà, le Dune, le roman Dune, c'est un pavé comme as. Après, à la mort donc de Frank Herbert, son fils, en association avec Kevin J. Anderson, pareil, un auteur de SF, un excellent auteur de SF. Ils ont écrit tous les deux en corrélation pas mal d'autres romans dans l'univers. Donc pas mal de sous-cycles avant Dune, la Genèse, sur certains personnages, la suite du cycle du papa. Voilà, il y a eu peut-être 2 fois plus, et peut-être même plus que ça, de romans sortis après le décès du papa. Alors pour ma part, moi, je m'étais lancé, je n'ai lu que le premier volume. Voilà, alors je l'ai pas tout à fait terminé. Enfin, pour être assez précis, moi j'adore les films des années 80. Et le Dune de David Lynch, ça fait partie des films avec lesquels j'ai grandi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films de ce type à cette époque-là.
Et celui-ci, il avait vraiment quand même une vraie ambition cinématographique, une vraie ampleur. Il y avait voilà, une musique de dingos. Les effets spéciaux, c'était inégal. Hein. Il y avait des effets spéciaux qui étaient incroyables et il y en a d'autres qui étaient complètement pétés. Le film, quand il est sorti à l'époque, d'ailleurs, il n'avait pas fait un consensus d'ailleurs par rapport à ça. Hein. À l'époque, ça avait été pointé du doigt hein, déjà, que certains effets spéciaux étaient dégueulasses, d'autres étaient super. Le film était très inégal. Euh, C'était une adaptation assez libre finalement du matériau original. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que déjà, je ne connaissais pas le roman. Et je trouvais qu'il avait finalement un rythme qui était plutôt plaisant, plutôt emballant. Et c'est aussi bah, par rapport à cet attachement vis-à-vis de ce film que je m'étais lancé dans la lecture du premier volume là, de Dune, hein, de Frank Herbert. Et aussi bah, parce que j'avais dans mon entourage un ami qui, lui, est un fan inconditionnel là, de l'œuvre. Hein. Il a lu plusieurs romans là, de Dune. Hein. Il a dû lire déjà tous les romans de Frank Herbert et sans doute même des romans là, de son fils. Donc, bah voilà, je m'étais lancé dans la découverte de ce roman que je n'ai pas aimé. J'ai détesté Dune de Frank Herbert. Alors, un roman, un auteur, c'est un peu comme une paire de chaussures. Hein. C'est parfois, ben, voilà, le style de l'auteur, ben, soit on va y adhérer, soit on va passer complètement à côté ou on va être complètement réfractaire. Et moi, le style d'écriture de Frank Herbert, ça me va pas du tout. Donc c'est mon avis personnel. Hein. C'était vraiment une lecture qui était relativement difficile. Hein. Je trouvais ça verbeux, pompeux, ça digressait sans arrêt. Euh, voilà, c'était pas voilà, c'est pas mon type d'écriture. Euh, et Et finalement, je trouvais que même si l'adaptation de David Lynch est finalement très très libre, hein, et qu'elle éludait énormément de points de l'univers, du livre, de thématiques intéressantes du livre, bah, le film était finalement plutôt intelligemment construit et plutôt finalement grand public. Alors, je dis pas que pour qu'une adaptation soit bonne, il faut qu'elle soit grand public, mais je reste persuadé que si on fait une adaptation fidèle du roman de Frank Herbert, bah forcément on va mettre de côté une bonne partie de la population parce que le roman est tout sauf spectaculaire. Hein. C'est extrêmement bavard d'une. Euh, c'est intéressant, mais c'est extrêmement bavard et verbeux. Hein. C'est pour ça que, avant que le film de Denis Villeneuve sorte au cinéma, donc j'avais à ce moment-là déjà lu le premier, enfin le roman. Hein. Alors, quand je dis pas intégralement, c'est parce qu'il y a des passages que j'ai vraiment parcouru en diagonale. Hein. Après, j'avais lu effectivement toute la fin, hein, mais il y avait vraiment, c'était une lecture qui m'avait vraiment saoulé. J'avais lu quasiment les deux tiers, je m'étais forcé, puis après à la fin je me suis dit, eh merde, putain, je vais pas faire une thèse là-dessus, donc j'ai pas besoin de me forcer, ça doit être du plaisir. Donc après j'étais allé, voilà, j'avais bombardé. Quoi. Mais quand il y a eu donc ce nouveau projet d'adaptation, j'avais très peur, parce que d'un côté je me disais, bon, s'ils font une adaptation vraiment littérale, très, très, très respectueuse du matériau original, il y a peu de chances que j'aime, hein, en fait. Il y a peu de chances que j'aime. Alors déjà, je m'interrogeais sur le format. Hein. Un format série comme il était sorti dans les années 90 aurait été plus adapté. D'ailleurs, la série était plutôt sympa. J'en garde un bon souvenir. Euh,
parce que je voyais pas comment, même en 2 films, on pouvait raconter tout ce qu'il y avait éventuellement à raconter dans le premier livre, hein. Mais enfin voilà, pour moi, j'étais quasiment certain de ne pas aimer le film, même de Denis Villeneuve, si c'était une adaptation respectueuse, n'ayant pas aimé le livre. Alors après, Denis Villeneuve, bah, c'est un master, hein. Denis Villeneuve, c'est voilà, Prisoners, sorti en 2010, un chef-d'œuvre. Enemy, sorti en 2013, un chef-d'œuvre. Sicario, Premier Contact, c'est Blade Runner 2049, pareil, une dinguerie pour moi. Donc voilà, c'est vrai que quand on a un metteur en scène de ce calibre-là, je me disais, bon, visuellement, il y aura forcément des choses à en tirer. En tout cas, après avoir vu Blade Runner 2049, c'était évident que ce réalisateur-là, il était fait pour adapter Dune. D'ailleurs, Denis Villeneuve n'a pas caché que lui, il était un fan de l'éternel de l'œuvre de Frank Herbert. Et, et d'ailleurs, il est arrivé sur le projet de Dune parce que il avait fait des déclarations suite à son Blade Runner, comme quoi, alors avant ou après, je sais plus d'ailleurs, comme quoi lui, étant fan de l'œuvre de Frank Herbert, son rêve aurait été d'adapter un jour, d'avoir la possibilité d'adapter Dune comme il se doit, en, et vraiment en mettant en avant toutes les thématiques que Frank Herbert développe dans son roman. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la version de David Lynch, hein, aussi plaisante soit-elle pour lui. Donc quand Dune partie 1 est sortie en 2021, bon déjà, il y a eu les bandes annonces, elles étaient... Franchement, moi je les avais trouvées ouf. Donc visuellement, j'étais scotché. Le casting, Timothée Chalamet, même si quand il avait été annoncé, j'avais trouvé ça bon. Enfin, à la base, il n'avait pas le physique pour moi pour jouer Paul Atreides. Et puis en fin de compte, dès qu'on l'a vu dans les bandes annonces, c'était clair que c'était Paul Atreides, hein. Sachant que dans le roman Dune, de mémoire, voilà, Paul Atreides est relativement jeune quand on commence le récit. Donc finalement, ça collait hyper bien, hein. Et puis après, il y avait tout le reste du casting, donc ça c'était ouf. Et puis après, bon voilà, Dune partie 1, quand j'ai eu l'opportunité de le voir au cinéma, ça a été vraiment une dinguerie, hein. Que ce soit la musique de Hans Zimmer, euh, bien sûr la photographie du film, l'ambiance sonore, le jeu des acteurs, tout, même les choix scénaristiques pour donner un peu de rythme. Alors, pour certains, il n'y en avait sans doute pas assez, mais je peux vous dire que pour ceux qui connaissent le livre, Denis Villeneuve a quand même fait des raccourcis, hein. Il a éludé pas mal de choses, hein. Peut-être sans doute même un peu trop d'ailleurs. Mais en attendant, voilà, quand on regarde Dune partie 1, on a une seule envie, c'est de voir Dune partie 2. Euh, on en reviendra un petit peu après, parce que je pense qu'il y a sans doute un problème de découpage d'ailleurs entre la partie 1 et la partie 2. Donc la Dune partie 1, c'était un putain de chef-d'œuvre. Et heureusement, voilà, Warner a donné le feu vert pour le tournage de la suite, malgré, voilà, encore une fois, un succès relatif lié à la période post-Covid et la sortie simultanée sur HBO voilà, qui a permis le piratage du film et du coup de diminuer quand même du coup le box-office d'une partie 1. Alors, ça a été un mal pour un bien parce que ça a permis aussi à Denis Villeneuve d'avoir le recul suffisant pour peut-être corriger ou amener les choses différemment. Alors, d'une partie 2, qu'est-ce que Laurent Marvin en a pensé? Alors, première chose, et ça, on peut pas lui enlever. C'est un film qui a... Voilà, c'est un film de cinéma. C'est un film à voir au cinéma. D'une partie 2,
Ça fait partie des grands films à découvrir au cinéma. On en a trop peu pour aujourd'hui bouder son plaisir devant un film comme celui-ci. C'est un énorme film. Euh, que ce soit dans la mise en scène, le jeu des acteurs, la musique. Enfin, le film, il est, voilà, il est ouf, hein. Et des films de ce calibre-là, bah, on en a quasiment plus, hein. Donc, d'une partie 2, c'est un énorme film. Voilà, avec une énorme ambiance cinématographique. C'est un film à voir au cinéma, c'est une expérience ciné. La musique de Hans Zimmer, elle est sans doute même meilleure que dans le premier opus. J'ai trouvé la musique. Alors, il y a des thèmes qui sont repris du premier opus, mais il y a des nouveaux thèmes, des nouvelles musiques. C'est la bande originale, elle est vraiment somptueuse. Alors autant, j'aurais pas, j'ai pas trop écouté. Enfin, la bande originale du premier, je l'avais bien appréciée, mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai forcément beaucoup écouté après par la suite. Voilà, en dehors du film. Autant la bande originale de la partie 2, elle rentre de suite, voilà, parmi les meilleures bandes originales de films depuis très très longtemps. Parce que ça, mine de rien, c'est vachement important, parce que dans beaucoup de blockbusters de ces dernières années, on retrouve plus, voilà, ces bandes originales monstrueuses comme on pouvait avoir dans les films des années, des décennies passées, hein. Sachant que voilà, c'est un grand film, c'est aussi une grande bande originale. Et c'est vrai qu'avec tous ces films de super-héros Marvel, eh ben, on a oublié ce que ça pouvait être une bonne bande originale et ce que ça pouvait apporter aussi à un film en matière de sensibilité, d'épique, d'émotion. Donc voilà, Hans Zimmer, qui est un master, hein, voilà, je ne sais pas s'il y a tous les films auxquels Hans Zimmer a travaillé, mais son travail, ne serait-ce que sur les films, par exemple, de Zack Snyder, hein, sa contribution aux bandes originales des films de Zack Snyder, c'est ouf, hein. Mais voilà, c'est Pirates des Caraïbes, c'est les Batman de Nolan, c'est. Enfin, je veux dire, Hans Zimmer, par son travail sur les bandes originales, déjà, il améliore, déjà, il bonifie votre expérience de visionnage de tous les films auxquels il compose la bande originale. Donc Hans Zimmer, déjà ça, c'est un énorme point pour Dune partie 2. L'ambiance sonore, elle est ouf dans Dune partie 2. Donc ça, c'est un film à voir au cinéma parce que ça, alors sauf à avoir un équipement de ouf à domicile, c'est pas quelque chose qu'on peut restituer à la maison. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose qui requiert un visionnage au cinéma. Et après, bon ben voilà, quand le film commence, la photographie, le, la mise en scène, les plans séquences, euh, les plans larges, enfin, on sent l'empreinte de Denis Villeneuve et dès le départ, voilà, on perçoit qu'on n'est pas devant un film de n'importe quel réalisateur, d'un tout venant. On a un produit, voilà, hyper bien fini. On a un vrai blockbuster d'auteur, hein. Voilà, c'est, je sais pas s'il a eu autant de liberté qu'il veut bien le dire ou qu'il nous le laisse penser, mais on a le sentiment que Denis Villeneuve a fait un peu ce qu'il a voulu, hein, sur Dune partie 2. Sans doute, sa seule limite aura été le budget qui lui aura été consenti. Mais pour le reste, on a le sentiment qu'on a vraiment sa vision de l'adaptation de Dune euh, à l'écran. Alors, pour terminer sur les points positifs, hein, bon, le casting, il est toujours ouf, hein. Puis déjà, il y a une brochette d'acteurs de malade, hein. Timothée Chalamet, c'est Paul Atreides, hein. Il est incroyable. C'est vraiment
il porte le diptyque sur ses épaules, hein. Il est Paul Atreides, et ça fait d'autant plus plaisir que, effectivement, quand il avait été annoncé, eh ben, ça avait pu faire jaser à l'époque, parce que chétif, parce que, bon, voilà, il n'avait pas forcément la, euh, la tête de l'emploi, hein. Mais là, aujourd'hui, personne ne pourrait dire qu'il n'incarne pas Paul Atreides dans ce diptyque là de Denis Villeneuve, hein. Euh, alors Rebecca Ferguson, pareil, magistrale, hein, dans le rôle de Jessica. Joss Brolin, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, enfin Javier Bardem, enfin voilà, il y a une brochette d'acteurs. Et, et d'ailleurs, ce qui. Souvent dans les films comme ça, on se dit, bah, c'est bien parfois qu'il y ait des nouvelles têtes, parce que ça évite que au lieu de voir les personnages, on voit les acteurs. Et ben, ça, c'est. Là, on sent le travail de Denis Villeneuve, puisque dans sa direction, c'est que là, quand on voit le film, on voit les personnages, on ne voit pas les acteurs, et pourtant, ce sont des figures connues. Alors, peut-être que Christopher Walken, voilà, on voit que c'est Christopher Walken qui incarne l'empereur. On va dire que parce qu'il a une telle présence que c'est difficile de ne pas avoir Christopher Walken. Mais en ce qui concerne tous les autres acteurs, hein, ils se fondent dans leur personnage. Et moi, j'ai pas trouvé de fausses notes particulières, hein. Après, voilà, moi, mes réserves par rapport à ce film-là, que j'ai trouvé finalement moins, moins bon que le premier. C'est paradoxal, hein. Parce que le premier, finalement, c'était peut-être un tiers de l'histoire de Dune, hein, du premier du roman. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, je pense qu'il y a un gros problème de découpage entre les deux films, hein. Il y a un problème d'équilibre entre ce qui est raconté dans la partie 2 et qui a été concis, alors que, hop, on aurait pu intégrer éventuellement, prolonger un petit peu la fin de la partie 1 pour développer certains aspects dramaturgiques. Euh, alors, ça va être difficile de parler de mes réserves sans spoiler, donc voilà, ce que je pourrais dire avant de spoiler, c'est d'une partie 2, c'est un excellent film, c'est un film à voir au cinéma, et c'est un film comme on n'en verra pas avant un bon petit moment, donc il faut pas bouder son plaisir, il faut y aller, d'autant plus si on a apprécié le 1. Et puis même si on n'a pas spécialement apprécié le 1, euh, voilà, on peut quand même convenir que ça reste quand même des énormes films, et que le meilleur terrain pour découvrir ces œuvres-là, ça reste le cinéma. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse parler au-delà de son expérience ciné, qu'on prolonge la discussion sur certains points. Donc c'est ce que je vais faire on va dire, dans cette petite partie spoiler. Je ne vais pas spoiler tous les éléments de l'intrigue, mais pour pouvoir exprimer mes réserves. Mais Denis Villeneuve a critiqué quelque part d'une certaine manière l'œuvre le film de David Lynch, hein, et a raison pour certaines omissions et autres. Mais finalement, c'est un peu ce que lui fait aussi, parce qu'en ayant sacrifié certains éléments narratifs, par exemple, à la fin du 1, quand Paul et Jessica rencontrent les Fremen, on aurait pu prolonger un petit peu, commencer peut-être à développer la relation avec avec Zendaya, pour que peut-être voilà, au début de la partie 2, on ait déjà une relation amoureuse qui fonctionne entre, entre les deux personnages, et peut-être même voilà, qu'on respecte la structure du roman, qui est
voilà, qui est le premier enfant, parce que faut savoir que dans Dune, euh, voilà, Paul et Shani, ils ont un enfant, donc voilà, dans ce premier roman, il y a une partie où effectivement il y a une ellipse, et voilà, et la relation amoureuse entre Paul et Shani, elle est quand même avancée. Leur relation, c'est pas qu'une petite amourette, c'est vraiment une relation de couple, hein. Euh, Paul a pris voilà a vieilli, il a pris un peu plus d'épaisseur, euh, il est entré en rébellion. euh, bon, ben parce que dans l'œuvre de Frank Herbert, il arbore déjà, on est dans un univers de SF, mais avec une organisation un peu médiévale, avec un empereur, des vassaux, des planètes, voilà, avec des barons, des comtes. Donc on retrouve un peu une structure féodale. On sait que dans cet univers, il n'existe la technologie est encadrée. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est ordinateur intelligent, intelligence artificielle, ça n'existe pas. On sait qu'il y a eu ce qu'ils appellent un djihad buclérien, enfin, un événement, une guerre qui s'est passée il y a plusieurs siècles, hein, et tout ce qui est intelligence artificielle, ordinateur intelligent, ça n'existe plus. Alors, on peut tout imaginer, hein. Il y a peut-être eu une guerre entre l'humanité et les machines, comme dans Terminator, j'en sais rien, mais en attendant, voilà, on est dans un univers où on n'a plus choix en- on ne veut mettre, on va dire, notre foi qu'en l'homme, en fait, hein. Donc, il n'y a plus voilà, d'ordinateur. Par contre, on a développé ce qu'on appelle le transhumanisme, les facultés humaines. Et en cela, ben, voilà, il y a, comme l'épice, il y a des substances qui permettent de développer voilà, le cerveau humain. Et d'ailleurs, la guilde des navigateurs, tout ça, ce sont des personnages avec des capacités aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme surhumaines, mais en tout cas, dans le contexte de Dune, ce sont voilà, des super cerveaux. Et, et d'ailleurs, Paul, lui, quelque part, par l'intervention des Bene Gesserit, bref, vous avez compris, c'est comme ça que lui, il a acquis certaines facultés, comme notamment le fait d'avoir cette préscience et puis de pouvoir avoir une vision des événements futurs. Donc tout ça, c'est lié quand même au développement des facultés humaines. Alors c'est pas de la magie, mais c'est vrai que dans le monde de Frank Herbert, ça s'apparente quelque part à une forme de magie, de super pouvoir, mais voilà, c'est une évolution de l'humanité. Alors ça, c'est vrai que dans le film de Denis Villeneuve, euh, c'est peu forcément, c'est peu mis en avant, mais par exemple, un personnage comme Paul, euh, cette faculté qu'il a de pouvoir voir l'avenir, de voir qu'en fonction des chemins qu'il peut prendre, euh, qu'un bien peut amener à des conséquences après par la suite terribles, euh, c'est pour lui c'est un fardeau. C'est-à-dire que dans, pour ce personnage-là, par exemple, cette faculté de pouvoir voir des fragments de l'avenir, ben, c'est quelque chose qui lui génère, qui le paralyse d'une certaine manière, hein. Parce que il s'est dit, si je fais ça, ben, dans l'immédiat, je vais peut-être résoudre une problématique à laquelle je suis confronté, les Fremen sont confrontés, je vais peut-être venger aussi la mort de mon père, venger mon peuple, les Atreides, hein, qui se sont fait massacrer par les Harkonnen. Mais je vois que derrière, il va se passer des événements, peut-être une chaîne d'événements qui vont amener à des horreurs encore plus importantes. Donc du coup, il est
dans cette retenue, dans cette indécision. C'est un fardeau qu'il porte. Et finalement, voilà, il va avoir des difficultés à embrasser son destin parce qu'il veut pas non plus être le jouet aussi de forces comme les BND. Voilà, moi, j'arriverai jamais à le prononcer ça. Et le fait dans Dune d'avoir notamment cet enfant avec Shani, et le fait que cet enfant à un moment donné va être tué par les Harkonnen, ça fait partie des leviers dramatiques qui vont faire qu'à un moment donné, il va finir malgré tout par embrasser aussi son destin. Donc, dans la version de Denis Villeneuve, bon, quelque part, on a voulu occulter voilà, certains personnages, certaines évolutions là, de personnages, donc, notamment cette relation amoureuse avec cet enfant. On n'a pas voulu non plus que sa petite sœur n'apparaisse. Enfin, en tout cas, normalement, dans Dune, sa petite sœur, donc, est née en fait avant la fin du premier du livre, et elle naît avec une conscience d'un être adulte. Quelque part, elle joue le rôle qui est totalement dévoué à Rebecca Ferguson, à Lady Jessica. Mais et c'est même d'ailleurs sa petite sœur qui à la fin de Dune tue l'empereur. Voilà, il y a le fait d'avoir occulté la naissance de sa petite sœur, occulter le fait qu'il est un enfant avec Shani, et qu'il y ait ce drame qui se passe avant l'épilogue du film. Mais tout ça, voilà. Mais du coup, déjà son revirement, le fait que il décide finalement d'embrasser la cause, d'accomplir finalement le destin tout en ayant conscience de tout ce qui va se passer, notamment des horreurs avec le djihad qui va lancer et les milliards de morts dans la galaxie. Tout ça, finalement, on a un peu plus de mal à comprendre pourquoi finalement il décide de complètement changer son fusil d'épaule. Alors, à un moment donné dans le film, d'ailleurs, il y a des petites choses qui m'ont gêné, c'est il fait référence, donc, bon, avec son pouvoir, du coup, il a connaissance que sa maman, du coup, est une fille Harkonnen. Et il évoque le fait que, parmi tous les futurs qu'il entrevoit, il y en a très peu qui ont une issue favorable, mais l'une des clés serait celle d'embrasser, du coup, son côté Harkonnen. C'est dit dans le film, certes, mais ça n'est plus réutilisé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que après la fin, on se dit éventuellement ça aurait pu servir dans l'épilogue pour justifier vis-à-vis de l'empereur que du fait de son affiliation à la famille Harkonnen, il pouvait être légitime pour épouser la fille de l'empereur. Mais en fait, ça n'est plus jamais, ça n'est plus exploité après dans le film. De la même manière, à la fin du film, il y a tous les vassaux de l'empereur qui sont en orbite. Donc ça c'est pareil, de mémoire, ça n'y est pas non plus dans le livre. Et du coup ça rend moins crédible aussi le fait que quand finalement il n'est pas adoubé par les autres familles et qu'il décide de lancer le djihad et que tous les Fremen ils embarquent dans les vaisseaux, ça n'a pas de sens parce que avec tous les vaisseaux qui sont censés être en orbite autour de la planète Dune, tous ces vaisseaux là qui s'apprêtent à décoller pour aller foutre le bordel dans la galaxie, normalement ils devraient même être détruits avant même de pouvoir atteindre l'orbite de Dune. Enfin, il y a quelque chose qui est profondément, je trouve,
un peu raté dans cette partie 2. C'est-à-dire que le film, il est visuellement, en termes d'objets cinématographiques, il est incroyable, mais c'est une lente montée en puissance vers un, un aboutissement qui finalement, c'est un peu comme un feu d'artifice qui n'aurait pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner normalement. Comme si euh, un tiers des, des feux ne s'étaient pas déclenchés. Ah, ça vient du fait que certains éléments de dramaturgie du roman ne sont pas présents, comme voilà, la relation amoureuse qui n'est pas suffisamment développée dans la version de Denis Villeneuve, et du coup le fait qu'on occulte le premier enfant tué par les Harkonnen, ça c'est un élément de dramaturgie qui est important et qui a été occulté. Euh, et puis après, il y a aussi euh, plein de petites choses. Par exemple, comment dire, on voit la difficulté que Paul, par exemple, a pour ne serait-ce que contrôler et monter sur un ver géant. On voit, en cas dans le film, tel que ça nous est dit dans le film, parce qu'un film doit se contenter doit apporter toutes les clés. C'est-à-dire que donc dans le film, hop, il appelle un verre et on nous dit que à chaque fois c'est un verre différent, et là en l'occurrence il appelle un verre qui est particulièrement énorme. On voit toute la difficulté qu'il a pour monter dessus. On voit toute la difficulté qu'il a aussi pour se maintenir dessus. Mais finalement, on ne nous dit rien sur comment il fait véritablement pour contrôler, diriger l'animal, ne serait-ce que pour descendre de l'animal. Hein, ouais, il tient dessus, et après, hop, on change de scène, et puis ça y est, c'est l'élu, il a réussi à contrôler le plus grand ver de sable jamais vu. Voilà, bref, mais finalement, on ne sait pas comment, par quelle capacité véritablement il a pu maîtriser cet animal-là. Et puis après, dans une scène après ultérieure, on voit que ils installent tout un convoi dessus. Il y a sa mère Jessica qui est pareil sur un grand verre. Ils sont je ne sais pas combien. Donc pareil, on nous dit pas comment ils ont réussi à monter dessus. On nous dit pas véritablement comment ils arrivent à contrôler les animaux, comment ils arrivent à en descendre. C'est-à-dire qu'on est lu énormément d'informations. Alors, en ayant lu le livre, on peut, on va dire, combler certains trous. Mais normalement, une œuvre cinématographique, elle doit se suffire à elle-même. Hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous les clés d'informations détenues dans l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai le sentiment que d'un côté, il y a des, plein de choses qui vont bien d'un point de vue en termes d'objets cinématographiques. D'une partie 2 était vraiment un énorme film. Par contre, voilà, je trouve que dans ce qu'il a à raconter, c'est une montée vers quelque chose qui pour moi est décevant. Voilà, le final est décevant. Euh, et, et- et voilà, c'est trop facile. Le combat entre les Fremen, les Harkonnen, les Sardaukar, c'est dans le premier film, ils sont excellents. Hein. Et là, voilà, ils se font dégommer comme n'importe quel soldat là, c'est censé être chaque Sardaukar est censé quand même être un putain de tueur. Hein. Euh, chaque combat doit être une épreuve. Hein. C'est comme si on avait des champions là, de discipline d'arts martiaux. Enfin, je veux dire, on peut pas s'en débarrasser comme si c'était n'importe quel soldat de rang. D'ailleurs, on voit dans le premier film comme Jason Momoa, quand il en affronte un certain nombre. Enfin, son combat final est mémorable
parce que on prend conscience de ce que voilà de l'épreuve que ça a pu représenter, de pouvoir déjà de pouvoir lutter contre autant de Sardaukar, et même si il lui donne sa vie, hein, alors que là dans le parti 2, les Sardaukar voilà, c'est des soldats tout à fait quelconques. Donc voilà, c'est le combat final, il est finalement dans la bande-annonce nous a vendu un peu de rêve, je trouve, puisque finalement c'est un pétard mouillé le combat final là, de la bataille finale là, de Dune partie 2. Et puis même la résolution de l'intrigue, voilà. Et puis alors globalement ça respecte le livre, mais les absences dans le scénario font que ça rend les événements beaucoup moins crédibles que dans le livre de Frank Herbert. Alors, certains vont se dire, bon ben voilà, dans certains petits défauts d'une partie 2 pourront peut-être être corrigés, arrangés dans d'une partie 3 qui sera, si elle se fait, l'adaptation là, du Messie de Dune, mais sauf erreur de ma part, le djihad hein, qui est lancé à la fin d'une partie 2, en tout cas dans les romans, je dis peut-être une connerie, mais je crois que cette guerre sainte, elle est évoquée, mais on la vit pas. Hein. Il faut savoir que, de ce dont j'ai connaissance, le livre le plus épique du cycle de Dune, c'est Dune, c'est le livre qui a été adapté en 2 parties par Denis Villeneuve. Hein. C'est celui-là le plus épique, parce qu'après les suites, c'est très politique, c'est très religieux, ça n'en fait pas des livres inintéressants, mais en tout cas c'est beaucoup moins spectaculaire que ce Dune partie 1. Donc faut pas s'attendre à ce que on tombe dans du Star Wars, que dans le Messie de Dune, on voit les guerres se dérouler sur différents univers, machin. Non, si Denis Villeneuve est fidèle à l'œuvre de Frank Herbert, on n'aura pas ce genre de choses dans les suites. Hein. Encore une fois, Dune, premier du nom, c'est le meilleur livre de la saga. Hein. Donc voilà, ce qui fait que c'est malgré tout dommage que cette fin, elle soit éludée comme on la retrouve là. Et ce qui fait qu'on reçoit avec, moi je suis ressenti avec vraiment un avis. J'étais très partagé, j'étais déçu en fait, déçu, un peu tout ça pour ça. Alors encore une fois, je le redis, hein, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film décevant. Le Dune partie 1, voilà, quand je l'ai vu, j'avais de suite, j'avais envie d'y retourner et de revoir les détails qui avaient pu m'échapper lors de mon premier visionnage. Et puis ayant assouvi certaines attentes, du coup avoir un regard voilà plus libéré, et ne plus être dans l'attente qu'un événement arrive. Donc j'avais adoré d'une partie 1 à ma première vision et encore plus à ma seconde vision. Là, franchement, j'ai pas envie de retourner voir au cinéma. Je le reverrai à la télé quand j'aurai l'opportunité, soit de racheter le Blu-ray ou de le voir sur une plateforme de streaming, mais j'ai pas envie de retourner au cinéma, passe 2h45 pour voir une longue montée en avant vers un épilogue qui pour moi est bâclé. Alors voilà, les personnages, le traitement des personnages est bon, mais c'est plutôt les choix du coup scénaristiques qui pour moi n'ont pas été très pertinents. Je pense qu'il y avait moyen vraiment à la fin de Dune partie 1 de pouvoir faire en sorte que Paul et Jessica soient déjà, on va dire, adoptés par les Fremen et qu'on ait bien commencé la relation entre Paul et Chani, et peut-être même qu'on nous annonce peut-être même la grossesse de Chani, et qu'on ait un Dune partie 2 qui commence avec du coup effectivement
qu'on suive la rébellion, hein, tel qu'on le voit dans le film de Denis Villeneuve, hein, qu'on voit voilà, cet enchaînement là de petites batailles, et puis qu'on ait à un moment donné effectivement des événements dramatiques comme la mort là, de ce premier enfant qui, voilà, qui permettent déjà d'amener Paul plus logiquement vers l'acceptation là, de son destin et des conséquences de l'acceptation de ce destin. Voilà. Donc voilà, très réservé Lorenzo Marv sur Dune partie 2. Voilà. Grand, on va dire, beau film. Mais voilà, voilà, une adaptation, c'est dommage. Ce film aurait pu être une dinguerie. Et finalement, il est pour quasiment près de 5 heures là, de bande. C'est dommage finalement de rater peut-être pas le plus facile, mais, mais voilà, c'est dommage de rater le final de Dune parce que toute la construction là, des deux films nous amène vers ce final, vers l'accomplissement de ce destin, avec ses conséquences. Et, et le fait d'avoir une fin bancale, et ben ça fragilise malgré tout, je trouve, déjà, voilà, les suites, hein, je trouve. Hein. Bon, après, ça pourrait être rattrapé, mais encore une fois, Dune, c'est le meilleur livre, sans doute, de la saga, en tout cas, le plus grand public. Donc, sauf à ce qu'il y ait vraiment des modifications énormes au niveau des scénarios des suites, voilà. On n'aura pas de film plus spectaculaire que ceux auxquels on vient d'assister. Voilà. Donc c'était voilà, petit avis pour ce qui vaut de mon expérience de Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.